Bangladesh's handling of its finances has become news fodder. Cyber thieves stole $81 million from the Bangladesh banks. Especially now, The $81 million money laundering scandal is now considered one of the biggest bank heists in Asia. But how exactly did thieves steal such a huge amount of money? Lundi, 8h, siège de la Banque centrale du Bangladesh. Le directeur, comme à son habitude, arrive le premier dans les bureaux. Et comme tous les lundis, s'apprête à récupérer les relevés bancaires imprimés durant le week-end. Mais quelque chose cloche. L'imprimante est vide. Aucun relevé. Intrigué, il tente alors de relancer l'imprimante depuis son ordinateur. Mais très vite, il comprend que le problème dépasse l'imprimante. C'est en réalité tout le réseau de la banque qui est complètement hors service. À ce moment-là, l'inquiétude se transforme vite en panique. Sans logiciel bancaire, il n'y a plus de surveillance, plus de contrôle des transferts d'argent. À ce moment-là, il y a une brèche énorme dans la sécurité de la banque. Des milliers de transactions échappent à tout suivi. Un intrus pourrait manipuler les comptes et s'envoyer de l'argent, sans pour autant déclencher la moindre alerte. La gravité du moment se fait donc cruellement ressentir. Si cette faille est exploitée, cela pourrait signifier des pertes colossales et un scandale national. Les techniciens sont donc appelés en urgence. Toute la journée, ils redémarrent les serveurs, inspectent les connexions et passent au crible le système. Sans succès. Jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir apparaisse enfin. Après des heures de travail acharné, le système se réinitialise enfin. Les serveurs redémarrent et l'imprimante se met enfin en marche. La tension retombe donc peu à peu. Mais un détail inhabituel attire l'attention d'un employé. Parmi les nombreuses transactions en attente, certaines proviennent de la banque elle-même. Le plus troublant, leur montant. La banque vient tout simplement d'envoyer $1 milliard sur des comptes d'inconnus. T'as plein d'idées de projets en tête, mais t'as un problème. Tu ne sais pas coder. Ne pas savoir coder, aujourd'hui, c'est un véritable handicap. Surtout si t'es une personne qui a plein d'idées à réaliser. Et je te jette pas la pierre. Je comprends très bien, le code, ça peut faire flipper. Pour l'apprendre, tu te retrouves sur d'obscurs tutos où t'es complètement paumé, ou alors dans des formations de groupe où t'es à la ramasse. C'est pourquoi, à la nouvelle école, on a complètement repensé l'enseignement de la programmation. Le but, ici, c'est d'être dans le concret et de te rendre autonome dans ton ou tes projets. Et comment on va faire pour tenir cette promesse? On a développé une formation en individuel où tu vas être accompagné par un expert en Python. Il va te former sur ce langage qui est aujourd'hui le plus polyvalent, que ça soit pour la création de chatbots, de projets en IA, de développement d'outils. Ton formateur, il s'adapte vraiment à ton projet, ton niveau et ton rythme d'apprentissage. Si tu hésites encore à te lancer, sache deux choses. Numéro 1, notre organisme et notre formation est reconnu et finançable par l'État. Tu peux faire donc financer jusqu'à 100% cet accompagnement. Et numéro 2, on est noté par nos anciens élèves 5 étoiles sur Google. Preuve encore une fois de la qualité de cet accompagnement. Donc bon, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description et je te remercie d'avance pour ton soutien et ton partage. Allez, on reprend l'histoire. Notre histoire débute en 2015 aux Philippines, lorsque 4 hommes entrent dans une petite agence bancaire. Avec une demande simple, ouvrir 4 comptes bancaires et y déposer $500 chacun. Le conseiller prend donc en compte leur demande et effectue les vérifications nécessaires, en prenant soin de consulter leur système interne pour s'assurer qu'aucune anomalie concerne leurs clients. Une fois ces formalités accomplies, il procède à la création des comptes. Bref, une procédure ordinaire, presque anodine. Mais ce jour-là, le conseiller ignore une chose. Ce qu'il vient de faire est en réalité le point de départ du plus gros piratage bancaire de l'histoire. Car évidemment, ces hommes ne sont pas de simples clients. Ce sont en réalité des hackers. Et ils vont répéter cette banale opération dans d'autres agences bancaires et d'autres pays. Et ils vont réussir à ouvrir des dizaines de comptes. L'objectif à ce moment-là est simple, pouvoir recueillir des sommes importantes sans éveiller le moindre soupçon. Et cette création de compte bancaire n'est que la première étape d'un plan millimétré. Car ces hackers, lassés des petits piratages, à exploiter les failles d'un jeu en ligne, à s'infiltrer dans des bases de données ou pirater des cartes bancaires. Ces hommes-là, ils en veulent plus et ils veulent réaliser le coup de leur vie. Et s'il existe bien un défi jugé impossible, c'est bien le piratage d'une banque. Un édifice jugé impénétrable. Alors comment comptent-ils procéder? Exactement comme pirater une grand-mère, en identifiant une proie facile. Et à ce jeu-là, les hackers n'ont pas eu besoin de chercher longtemps. Dans les pays en développement, de nombreuses banques souffrent de systèmes de sécurité défaillants, avec des ressources limitées,
Des infrastructures qui sont souvent obsolètes et un manque de mise à jour régulière rendent ces banques particulièrement sensibles au piratage. Et parmi ces pays, le Bangladesh attire particulièrement l'attention de nos hackers. Une simple recherche en ligne permet de découvrir que la banque centrale du pays possède un compte à la banque centrale américaine sur lequel figure 1 milliard de dollars. Ce compte il permet en réalité de faciliter les échanges internationaux du pays et ça, pour les hackers, ça en fait une cible de choix. La cible est donc désignée et il ne leur reste maintenant plus qu'à passer à l'action. Cependant, la réalité s'avère bien différente. Ils passent des semaines à tenter d'infiltrer la banque en essayant de trouver l'ombre d'une faille dans le système bancaire, en explorant chaque recoin. Mais malheureusement pour eux, chaque tentative se solde en réalité par un échec. Ils butent sur des défenses impénétrables avec des protocoles redoublant d'efficacité. Et ce n'est qu'après de longues semaines de recherche et de frustration que leur vienne une idée. Et si le meilleur moyen de rentrer dans une forteresse, ça ne serait pas tout simplement de rentrer par la grande porte? La banque centrale du Bangladesh, elle a en réalité toujours fonctionné avec un téléimprimeur. Une sorte de machine à écrire, un peu comme dans les vieux films, qui servait à envoyer des messages. Si elle pouvait évidemment sembler moderne à son époque, elle est en réalité aujourd'hui complètement obsolète, lente et surtout peu fiable. Chaque transaction nécessite en réalité un processus manuel, long et évidemment source d'erreurs. Et en plus, ce système, il était vulnérable aux intrusions, étant donné qu'il ne proposait aucune protection avancée contre les cyberattaques. Depuis quelques années, la banque a donc décidé de moderniser sa sécurité avec le protocole SWIFT, qui est un système de messagerie bancaire sécurisé, utilisé par toutes les grandes banques au monde et qui permet notamment de les protéger contre les cyberattaques. Il va crypter chaque demande de virement et empêche donc tout hacker de manipuler ou d'intervenir dans les transactions. Pirater ce système est donc théoriquement impossible, et ça même pour les meilleurs hackers. Mais si le protocole SWIFT est théoriquement impiratable, il comporte néanmoins une faille. Et pour mieux la comprendre, il faut que je vous explique rapidement le fonctionnement du système. Avec SWIFT, lorsque vous envoyez un virement, votre demande est cryptée grâce au logiciel, avant d'être envoyé vers la banque destinataire. SWIFT, il va sécuriser les informations sensibles, comme le numéro et les identifiants du compte, et surtout authentifier la demande. Ainsi, quand la seconde banque reçoit la demande, elle est assurée de sa provenance. Et cette demande, évidemment, elle passe par une série d'étapes de validation. Et ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes que la transaction est finalement bel et bien exécutée, et que l'argent est ensuite transféré. SWIFT s'assure donc que la demande de transfert d'argent est 100% fiable et vienne bel et bien d'une banque, et non d'un hacker. Cependant, la faille, c'est que cette protection, aussi bonne soit-elle, elle ne se charge pas de valider la demande d'exécution du transfert d'argent. Et c'est un employé qui doit appuyer sur un bouton pour demander un transfert de fonds. Et ça, pour nos pirates, c'est une véritable opportunité. Il suffit théoriquement de se faire passer pour un employé et d'utiliser SWIFT pour soumettre une demande. Et pour les hackers, c'est à ce moment-là que tout joue. Les hackers lancent donc la nouvelle partie de leur plan, envoyer des emails à plusieurs employés de la banque, et là le principe, il a beau être super simple, ça reste pour autant redoutable. Un mail frauduleux qui contient un virus. Cet email, il a évidemment tout pour sembler fiable, l'adresse de l'expéditeur, il imite celle d'un cadre haut placé, et comme d'habitude, l'email met la pression sur l'employé, en insistant sur l'urgence de mettre à jour ses coordonnées personnelles. Et lorsque la pièce jointe est ouverte, un programme malveillant s'exécute immédiatement. En quelques secondes, le virus, il arrive à s'installer dans le système interne de la banque, et les hackers peuvent donc commencer à collecter des informations sensibles. Identifiant de connexion, configuration réseau, autorisation d'accès, etc. Et après plusieurs tentatives infructueuses de phishing, leur patience finit évidemment par payer. Un employé de la banque commence sa journée comme d'habitude, il allume son ordinateur, reçoit le fameux mail, et sans se méfier, clique sur ce dernier. À ce moment-là, pour les hackers, la banque, elle est ouverte, et le braquage numérique va pouvoir commencer. Mais les hackers réalisent vite un problème majeur qui n'est pas identifié. S'ils utilisent immédiatement les identifiants qu'ils ont réussi à voler pour envoyer une ou plusieurs demandes de virement, l'employé dont les accès ont été piratés pourrait rapidement se rendre compte de la supercherie. Et évidemment, toute alerte ou suspicion sur un virement va enclencher un blocage immédiat et une enquête. Les hackers patientent, cherchent donc de trouver une solution pour contourner ce problème. Sans succès, les jours passent, puis vient le week-end.
Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu une révélation. Le week-end, les banques sont fermées et plus personne n'est présent pour surveiller les transactions. Et ça offre donc aux hackers une fenêtre libre de 48 heures pour procéder aux virements frauduleux. Ils se mettent donc immédiatement au travail et envoient plusieurs demandes de virements, toujours dans le but d'éviter d'attirer les soupçons, pour un total de 1 milliard de dollars. Durant le week-end, ils envoient donc plusieurs virements soigneusement espacés vers tous les comptes qu'ils ont ouverts, notamment aux Philippines. Au total, les hackers ont ouvert 35 demandes de virements pour un montant exact de 951 millions de dollars. Tout se déroule comme prévu. Mais en envoyant leurs demandes le week-end, un nouveau détail imprévu pourrait ruiner toute l'opération. Les hackers réalisent que pour qu'un transfert soit validé, les employés de la Banque de New York doivent confirmer le reçu de la demande. Or, à New York, à ce moment-là, c'est aussi le week-end. Et attendre le retour des employés le lundi matin est impossible. Parce que sinon, ça laisserait le temps à la Banque du Bangladesh de découvrir les demandes frauduleuses des hackers. Et à ce moment-là, ils lanceraient des analyses et bloqueraient toutes les opérations. C'est alors à ce moment-là qu'une toute nouvelle phase dans l'opération débute. Et ils vont mettre en place une solution périlleuse, créer une diversion. Nous sommes à quelques heures de la fin du week-end et les hackers vont lancer une stratégie d'auto-sabotage du réseau de la banque. En infectant le système avec un virus, ils surchargent les ressources du réseau et provoquent un blocage des opérations, rendant donc impossible toute tentative de traçabilité de ces dernières. L'objectif, il est simple, empêcher les employés de la Banque du Bangladesh d'avoir accès aux virements en cours, le temps que les virements des hackers soient validés par la Banque de New York. Ainsi, à leur retour de week-end, les employés découvrent la situation et à ce moment-là, plus rien ne fonctionne. Le logiciel bancaire qui gère toutes les opérations et qui est indispensable au contrôle des fonds est complètement bloqué. Et dans la banque, les techniciens vont donc tenter durant toute la journée de remettre le système sur pied. Et pendant ce temps-là, à New York, les demandes de la Banque centrale du Bangladesh sont reçues, analysées et traitées, étant donné qu'elles sont considérées comme légitimes. Et l'argent est alors petit à petit transféré vers les comptes bancaires des pirates. Là-bas, aux Philippines, leur pauvre compte qui détenait $500 commence à passer à plusieurs millions de dollars. Et sans attendre, les pirates à ce moment-là retirent l'argent et se lancent immédiatement dans une série de transactions pour tenter de blanchir l'argent, notamment dans certains casinos réputés pour leur faiblesse en termes de réglementation. Dans les salles VIP de ces casinos, des joueurs recrutés par les pirates prennent place à des tables de jeu privées et les complices sont chargés de miser des sommes conséquentes. Une partie de l'argent volé se transforme donc en jetons de casino et ça permet aux pirates de blanchir les fonds. Grâce à ce système, l'argent continue de circuler sans laisser de traces concrètes. Chaque jeton gagné ou échangé se transforme alors en argent propre, diluant peu à peu l'argent de la Banque centrale du Bangladesh. Évidemment, les hackers ne vont pas se limiter au casino, et ils vont exploiter tout un tas d'entreprises écrans avec des comptes bancaires offshore pour déplacer l'argent encore une fois en toute discrétion. Ces manœuvres-là, elles vont vraiment rendre la traçabilité de tous ces fonds extrêmement difficile. Le plan se passe donc pour le moment sans accroc, jusqu'à ce que les versements cessent soudain. À New York, à force de multiplier les virements de plusieurs millions d'euros vers des comptes pratiquement vides aux Philippines, les systèmes antifraude commencent à s'inquiéter. Pourquoi des fonds aussi importants sont envoyés dans des banques jugées peu fiables avec des comptes bancaires sans historique? Le tout sans aucune justification évidente. Des vérifications plus approfondies sont alors lancées à New York. Malgré les sommes inhabituelles, les données paraissent correctes et bien émises par la Banque centrale du Pakistan. Jusqu'à ce qu'apparaisse un détail. L'un des hackers, pressé par finaliser un des transferts, a en réalité commis une minuscule erreur. Une légère faute de frappe dans le nom d'un des comptes. Un compte créé par les pirates nommé Foundation of Sri Lanka a en réalité un A à la place du O, à Fondation. Et ce minuscule détail va déclencher une analyse plus profonde et en attendant que tout ça soit mis au clair, les transferts sont tout simplement stoppés. C'est à ce moment-là que tout le plan s'effondre pour les hackers, car à ce moment-là, seuls 80 millions de dollars sont bel et bien sur leur compte aux Philippines, en train d'être blanchis par ces derniers. Car évidemment, à la fin de la journée, les serveurs du côté du Bangladesh sont remis à jour, et tous les virements réalisés par les hackers sont évidemment annulés. Il faut bien se rendre compte qu'ils ont échoué sur une banale faute d'orthographe. Sans cette dernière, il est probable qu'ils auraient réussi à détourner les 951 millions de dollars. Ce vol a créé un véritable scandale dans le pays et a provoqué de nombreuses démissions, notamment celle du directeur de la Banque centrale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, avec l'équipe, on essaye de faire le meilleur contenu possible. Donc si tu l'as apprécié, abonne-toi, ça nous aide énormément. Et chaque semaine, on sort une histoire sur la tech. Et évidemment, si tu veux te former en individuel avec des experts sur Python, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour rejoindre notre formation reconnue et finançable par l'État. Allez, je te dis à très vite.